Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette matinale buissonnière. Nous allons traverser l'Atlantique et partir pour le Canada à la rencontre de Sylvie Bergeron qui a fondé le groupe Le Créateur et qui poursuit son inlassable travail autour de la psychologie évolutionnaire. Bonjour Sylvie. Bonjour Patrick, ça va? Bien, bien. Et toi? Eh oui, ça va bien, ça va très bien. Oui, effectivement, on travaille fort. On a fait une table ronde la semaine dernière, une première table ronde par l'Observatoire de psychologie évolutionnaire sur la place de l'intelligence humaine dans la pédagogie aux côtés des IA. Ce fut très intéressant, puis on va refaire au printemps. Donc, je vous en reparlerai dans une autre émission parce qu'aujourd'hui, je voulais profiter des élections américaines pour faire un petit mot là-dessus. Pas que je veux vraiment parler des élections comme telles ou de Donald Trump, mais quand même un peu dans un angle très spécifique, parce que du même coup, ici au Québec, il y a eu la sortie d'un documentaire qui s'appelle Alpha. Et puis Alpha, ça réfère à des hommes alpha. Des hommes alpha, c'est des hommes qui ressemblent à Donald Trump, qui sont forts, qui se disent protecteurs, qui se disent pourvoyeurs et que la femme devrait être soumise, qu'elle devrait rester à la maison. Donc, on entend ce discours-là de plus en plus. Je vais pas nécessairement parler que de ce discours. Je vais parler aussi de l'importance de comprendre la sensibilité humaine comme une force, parce que c'est un peu tout ça l'enjeu qui est derrière. Donc les élections américaines, c'est que avec le résultat qu'on a, c'est comme si on voyait la polarisation entre l'homme et la femme. Hein. Il y avait les républicains contre les démocrates, les républicains qui sont dirigés par un homme et les démocrates par une femme. Et c'est comme si le fond du discours a tourné vers les hommes et les femmes, c'est-à-dire que Kamala Harris a utilisé comme champ de bataille ou comme argument clé l'avortement. Elle a attiré beaucoup de femmes et Donald Trump a attiré beaucoup d'hommes, particulièrement des jeunes hommes. Et donc, c'est vraiment étrange. C'était étrange de voir que chacun se retrouve dans son coin avec d'un côté les femmes, d'un côté les hommes, d'un côté les hommes qui croient qu'ils sont forts et comme je le dis, qui sont un peu dans la mouvance alpha, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes hommes aujourd'hui qui sont très influencés par un homme qui s'appelle Andrew Tate. Et chez nous, il y a plein d'émules de ce gabarit d'hommes qui s'entraînent, qui pensent, qui ont cette pensée-là. Et aussi, je trouve qu'il y a aussi la question de la religion. Alors, on a vu que Donald Trump a créé sa propre Bible qu'il a vendue durant les élections. Et c'est tout un format d'homme qui vient avec le sauveur ou tu sais, l'homme fort qui va rendre le foyer invincible. Donc, le choix pour les lecteurs, c'était celui-là. C'était, veux-tu un homme qui va rendre ton pays invincible ou une femme qui va simplement parler du droit de l'avortement alors qu'elle devrait rester à la maison? Ça nous ramène à des débats de notre siècle. Exactement. C'est une profonde régression. C'est une régression. Donc, tous les gains qu'on a faits jusqu'à maintenant, puis ça touche pas seulement les droits des femmes, hein, n'est-ce pas? Ça va affecter plein d'autres choses parce que c'est une façon de voir. Et puis, c'est une façon de voir qui est assez obtuse, qui surtout nous empêche de rester en lien réel entre les hommes et les femmes. Puis ça va accroître les archétypes, ça va accroître les rôles. Donc ça, ces archétypes-là, puis ces rôles, c'est une frontière entre les hommes et les femmes en temps réel. Hein? Donc, nous, on avait, effectivement, comme tu dis, on avait acquis un certain équilibre. C'était encore à travailler, bien sûr, mais les droits des femmes étaient... alors, les droits des femmes, c'est sûr que ça a dérangé quand même beaucoup d'hommes au cours des décennies. Puis, moi, je me souviens d'en avoir vu souvent passer des commentaires désobligeants de certains hommes qui n'avaient pas encore digéré la révolution de la femme, tu sais.
Donc, j'ai l'impression que c'est un relent de ça, puis que là, ben, enfin, ils peuvent enfin reprendre la parole. À un moment de l'histoire, c'est quand même assez représentatif, où rien n'est plus garanti par nos démocraties. C'est vrai. Nos institutions sont malades, et même Ouais, très malades. Et au ouais, fond, on se rend compte que on fonctionne, et tu en reparleras très certainement tout à l'heure, sur le fond de l'émotion. Et on n'est plus du tout dans le rationnel. On est dans exactement, l'irrationnel. Et à exactement. partir de ce Ben, moment-là, on va porter notre choix sur des femmes ou des hommes qui ont des caractères très particuliers. ouais, qui ont des traits de caractère particuliers. Puis j'allais rajouter que maintenant que plus rien n'est garanti par nos démocraties, c'est comme si les hommes reprennent les armes d'instinct. C'est comme s'ils pensaient que leur instinct guerrier, qui a été vraiment trop castré, aurait fragilisé peut-être le pays. Et donc ça, ils s'entraînent, ils sont prêts à être physiquement engagés. Et puis, donc, l'homme serait la solution au problème de la nation en ce moment. Tu sais? C'est Donc, ça. parce que la démocratie, en fait, dans la démocratie, par définition, ça exprime une certaine égalité entre les hommes et les Bien femmes. sûr. Elle Tu devrait. sais? Ben oui. Donc, là, on est en train de dire que ça ne sert plus à grand-chose, surtout dans un contexte où la démocratie, comme tu dis, est malade. Donc, pourquoi on s'efforcerait de rester égalitaire? Oui. Et donc, effectivement, il y a de plus en plus d'inégalités, puis ça part du haut de la pyramide, hein, on le sait bien. Et donc, ce haut de la pyramide, parlons-en des élections américaines, le haut de la pyramide. Donc, on a Donald Trump, qui est un milliardaire. On a Elon Musk, qui est aussi un milliardaire. Et ces deux-là sont un tandem. Il y en a un qui est élu, puis il y en a un qui n'est pas élu. Ce qui me fait aussi penser à l'Organisation mondiale de la santé, où on a un milliardaire, Bill Gates, non élu, qui fait partie des États membres de l'organisation, alors qu'il n'est pas un pays. Donc, il vient faire la pluie et le beau temps, donner ses ordres et changer les règlements. Donc, exactement comme probablement va faire Elon Musk concernant l'architecture de la société, les institutions. Parce que, bon, on sait que Donald Trump a dit qu'il allait, dès le jour 1, changer beaucoup de choses. Donc, la première chose qu'il va faire, c'est de déporter des immigrants. Enfin, la première chose qu'il a à faire, c'est de faire accepter au Sénat les personnes qu'il a choisies. Et dans les personnes qu'il a choisies, bon, alors moi, j'écoute beaucoup de podcasts américains pour m'informer sur ce qui se passe aux États-Unis. Euh, Puis bon, les nouvelles de chez nous, les nouvelles de France, bon, les nouvelles des États-Unis mainstream. J'écoute tout ça parce que je trouve que ça donne quand même un topo, tu sais, un topo plus épais, plus profond. Et donc, ce que j'ai entendu dire de podcasts américains, c'est qu'il y a beaucoup de personnes de, dont Tulsi Gabbard, Matt Gaetz, le fameux controversé, comment il s'appelle l'autre, le gars de la télévision Fox, là, Marco Rubio aussi, Michael Waltz, ce sont des gens qui ont apparemment été euh, subventionnés ou en tout cas qui ont reçu des fonds de l'EPAC. De l'EPAC. L'EPAC, c'est American Israel Public Affairs Committee. C'est un lobby qui a été créé en 1963 aux États-Unis qui visait à soutenir Israël. Et donc, ce lobby, bien qu'il n'y a pas tant de Juifs que ça aux États-Unis, puis il y a beaucoup de Juifs qui sont contre l'EPAC, mais ce lobby, il vise à défendre je vais te lire les principaux points parce que c'est quand même intéressant de savoir ça. Le lobby va s'assurer du veto des États-Unis contre toute résolution de l'ONU condamnant les actions israéliennes. C'est quand même pas banal. C'est pas mal, Il ça. va, hein, c'est pas mal, hein? Donc, faire du lobby pour défendre les intérêts israéliens, ça, c'est ce qu'ils font aux États-Unis.
Et ensuite, assurer une aide financière généreuse envers Israël, c'est ce qu'ils font. Assurer une aide militaire généreuse envers Israël. Préparer la future génération des leaders pro-israéliens, ça doit être aux États-Unis. Surveiller les votes et les propos des politiciens américains concernant tout ce qui est lié de près ou de loin à Israël. Et coordonner et orienter les donations des donateurs juifs américains aux politiciens candidats aux élections. Ça veut dire acheter des votes, ça. Oui, c'est totalement fou, ça. Hein? C'est fou. C'est quand même pas mal. Donc, c'est juste pour dire que quand Donald Trump, avec son MAGA, Make America Great Again, il y a beaucoup de podcasteurs ou d'influenceurs américains qui disent que Donald Trump pourrait faire Make Israel Great Again. Dans le sens qu'ils vont servir, étant donné que la plupart d'entre les personnes qui ont été nommées par Donald Trump jusqu'à maintenant ont reçu de l'argent de l'EPAC, ils vont se sentir redevables et ils vont se sentir peut-être obligés de répondre à certaines pressions du lobby de l'EPAC. Et on sait aussi que celui qui a été nommé, je me rappelle plus de son nom, là, je ne l'ai pas sous les yeux, Ed Gates, comment il s'appelle? Il travaille pour Fox, c'est un ancien animateur de Fox. Lui, il paraît que c'est un évangéliste pur et dur qui est pro-israélien et qui est un guerrier. Il est pour la guerre dans la région d'Israël, il est pour la protection d'Israël et il va être dans un poste qui va lui permettre de mettre de l'avant cet agenda. Donc, c'est un petit peu... ça, c'est le premier point. Point de rupture avec l'Empire américain. Je ne sais pas, là, je te dis ça, tu sais, à quel point ça va se faire, à quel point ils vont se sentir redevables, à quel point ils vont être convaincus qu'il faut faire ça, parce que jusqu'à maintenant, Donald Trump, on le connaissait pour être anti-guerre, hein? Oui, c'est vrai. Donc, mais en même temps, on le connaît pour changer d'idée et pour ne pas tout dire, ou pour ne pas dire la vérité, pour cacher ses cartes, finalement, tu sais. Oui, et puis dire tout et son contraire. Dire une chose un Exact. jour et le lendemain dire autre chose. Exactement. Donc, moi, j'y vois aussi l'autre aspect qui touche plus du côté de Elon Musk. En fait, ce qu'on a su, c'est que Donald Trump aurait embauché toute une équipe autour de lui, dont Peter Thiel. Peter Thiel, c'est le fondateur de PayPal, qui a aussi, dans les années... je sais pas c'est en quelle année, là, mais ça a été très controversé ce qu'il a fait dans les années, je pense, 2015 à peu près, là. Et puis, lui, il a créé un logiciel qui s'appelle Clearview, qui a été utilisé par la police, puis donc, il est allé chercher toutes les données de Facebook sur les personnes avec leur visage, sans demander la permission à personne. Et il a donné cet outil-là aux policiers pour qu'ils puissent tracer des criminels dans la ville de New York. Ça a été retiré parce que c'était pas légal. Mais c'est pour te dire le genre de pensée. Alors, lui, Peter Thiel, il est conseiller de Donald Trump dans la nouvelle équipe. Conseiller de Donald Trump. Ça veut dire que là, on a plusieurs personnes qui sont des technocrates, des gens qui ont beaucoup de choses à vendre. Donc, Elon Musk, un milliardaire qui a de nombreuses entreprises qu'il veut vendre, dont il a besoin. Il s'adonne à être maintenant à l'intérieur du système pour faire les lois d'après ses intérêts, finalement. Et la même chose pour Peter Thiel. Donc, ce sont des gens qui réfléchissent en technocrates. Donc, il a embauché des technocrates pour refonder les institutions parce que son objectif à Donald Trump, comme il dit, il veut mettre plein de fonctionnaires dehors pour les remplacer par d'autres mondes. Ces gens-là seront probablement remplacés par comment je dirais ça, le même genre d'esprit. Enfin, ça va être remplacé probablement par des gens qui auront la capacité de créer une structure technocratique plus performante. Donc, ce qui risque de mettre fin aussi à la concurrence puis de créer un monopole. On va passer du monopole à l'oligarchie. On risque peut-être ça. Quand un jour Donald Trump a dit qu'il allait être le dernier président ou qu'il allait pas avoir d'autres élections, ben on sait qu'il est très admiratif aussi de l'oligarque Vladimir Poutine.
Donc, il admire aussi, tu sais, toutes les oligarchies, ce qui fait qu'il est très proche de ça, là, lui. Il reste quelques pas à franchir pour se l'accorder. J'aimerais ça poursuivre simplement en disant que, tu sais, c'est sûr que ça ne représente pas le peuple américain, ce qui est en train de se passer là, bien au contraire. Mais, et donc, j'aimerais saluer quand même l'esprit américain, parce que l'esprit américain est empreint de l'esprit démocratique. Puis, il a été bâti sur des fondamentaux très spécifiques, dont l'individu qui était le self-made man, qui a construit le pays par le bas, contrairement aux pays européens qui ont construit par le haut. L'Amérique a été construite par le bas parce qu'il n'y avait pas il y avait rien d'installé, donc il fallait travailler euh, de base sans attendre quoi que ce soit d'un État, ni d'un travail, ni d'une protection quelconque. Donc l'initiative individuelle a joué un rôle central dans cet esprit américain. Il y a eu aussi la communauté, l'esprit de communauté, et la race et les ethnies. Donc l'Amérique est une terre d'immigrants. Puis là aujourd'hui, on voit que bon, ben, un peu comme en Europe, il y a des limites. Là aujourd'hui, c'est pas les immigrants. Le problème, c'est le nombre. Tu sais, à accepter tant de personnes dans un pays, c'est impossible à gérer. Il y a aussi la religion, comme je l'ai dit, Donald Trump a créé sa propre Bible. Donc, la devise qui est In God We Trust, c'est une terre de religion protestante. Puis ça, c'est très important de le souligner parce que le protestant, dans sa vision, il est fondé sur la liberté pour chaque culte. Donc, ça veut dire qu'ils acceptent, les Américains, le culte de chacun, puis la place de la religion de chacun dans le pays. C'est un trait particulier. Il y a la liberté aussi, le trait libertarien plus que libéral, on va dire, surtout aujourd'hui. Avec, on va dire, la régression de la démocratie, ça nous amène plus à l'aspect libertarien que libéral, mais c'est toujours dans l'esprit d'entreprise et du rejet de l'intervention de l'État, contrairement à nous puis à la France. Ensuite, ben, il y a effectivement l'esprit d'entreprise, le pragmatisme. Donc, ça permet de nourrir l'esprit du système, c'est-à-dire l'aspect cartésien, donc un peu français aussi, mais mélanger un peu de l'aspect allemand. Donc, le savoir doit toujours être tourné vers une action pratique, donc pas trop de principes. Alors, on s'éloigne de plus en plus du principe, peut-être c'est pour ça qu'on en arrive à cet état-là de perdition de principes de base de la Constitution, là. Puis évidemment, le rêve américain qui est que chaque famille peut avoir une vie bonne, une jolie maison entourée d'une belle pelouse avec des belles voitures et des beaux enfants qui vont aller à l'université. Bon, alors ça existe de moins en moins. Puis l'Amérique conquérante. L'Amérique conquérante, c'est l'expansion des États-Unis partout. On a vu ce que ça donne. Donc, elle s'était donné l'idée d'une mission civilisatrice. On l'a vu dans toutes les guerres où est-ce que les Américains arrivent avec leur paternalisme et puis qui disent, nous, on va vous apprendre la démocratie. On a vu ça, c'est de plus en plus euh, présent dans le monde. Et enfin, ben, tu as l'autre visage de l'Amérique qui est quand même super important, qui est la contre-culture. Ça veut dire qu'on a le droit d'être dans une contre-culture. On a le droit de s'opposer et de construire un monde parallèle. On a le droit de se rebeller. Donc, la contestation de l'ordre est importante tant au niveau individuel que collectif. C'est Donc, important, je ce que voulais tu dis. souligner ça parce que l'esprit américain est encore là et c'est les Américains qui le font. C'est les Américains qui construisent l'Amérique. Mais c'est ça, on voit que la force, puis l'élan de puissance de l'homme alpha qui est Donald Trump, qui est le pourvoyeur, qui est le protecteur, qu'il faut qu'il soit riche, qu'il faut qu'il soit plus riche que les autres pour être quelqu'un, ben, est en train d'écraser cette belle démocratie. Mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir comment les Américains vont résister à cette impulsion d'un homme qui s'entoure de plusieurs hommes faits du même bois. Oui, c'est bien ça, qui se ressemble, s'assemble. Donc on Ben, prend c'est les ça, mêmes. c'est ça. Mais, tu sais, la Constitution est difficile à détruire, là. Tu sais,
c'est mon seul espoir. Ça- il va y avoir de la résistance, mettons. Tu sais. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire face à cela? Pas face à ce pouvoir impérialiste, en quelque sorte, qui domine tout, où on a des personnes qui sont placées au plus haut poste de l'État sans que ça gêne personne, au C'est ça. mépris de toutes les règles, au mépris de toutes les lois. Comme tu dis, on bafoue la démocratie. Par ailleurs, ben, sur une note plus positive, moi, j'ai beaucoup aimé la candidature de Robert Kennedy, puisqu'il va s'occuper de la santé publique et qu'il va faire le ménage dans tout ce qui rend malade les citoyens. Tu sais, trop de sucre, trop de sel. Il va regarder toutes sortes de choses qui se sont produites. Tu sais, comme il y a eu un scandale avec Coca-Cola, entre autres, où les jeunes deviennent obèses, puis on n'arrive pas à forcer Coca-Cola à changer ses manières de faire ou tout ça. Donc, ça va être très intéressant. Au moins, il y aura, enfin, j'espère qu'il pourra faire valoir son agenda comme il veut, tu sais. Oui, c'est Voilà. vrai. Robert Kennedy Jr. a promis beaucoup de choses. Maintenant, Donald Trump lui avait dit qu'il lui laisserait les mains libres pour Exact. devenir le secrétaire d'État à la santé. Est-ce qu'il aura au final tous les moyens? C'est ça. Tu sais, puis c'est sûr que les Big Pharma se laisseront pas faire. Eh ben oui, les Big Pharma sont très, très, très puissants. C'est ça. C'est un autre lobby aussi puissant que, ben, je sais pas s'il est aussi puissant ou lequel est plus Les puissant fonds entre de l'impact pension et américains sont très puissants aussi, donc détiennent une manne financière que tout le monde leur envie. Est-ce qu'on sera exact. assez fort pour pouvoir leur résister? N'en sais rien. Donc, ce qui m'amène à te parler du fameux sujet, les masculinistes ou les mâles, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un documentaire québécois qui vient de sortir à ce sujet. Et puis, je trouvais que c'était vraiment intéressant que ça sorte à ce moment-ci, puisque, comme je te dis, je faisais vraiment le parallèle avec Donald Trump, qui est un homme alpha, dans la définition des mâles alpha, qui se disent, comme je dis, pourvoyeurs, protecteurs. Les jeunes mâles alpha sont aussi très disciplinés, ils s'entraînent physiquement pour être forts, et certains, encore une fois, sont soutenus par la Bible. Mais bon, dans leur schéma, la femme est soumise, puis elle doit rester à la maison. Alors, comme tu dis, c'est une régression. Et là, ben, je vais plus penser à l'explication parce que, dans le fond, en essayant de comprendre qu'est-ce que c'est un homme alpha, ça va aussi nous amener à ce que c'est de la sensibilité, à quoi ça sert de la sensibilité. Puis ça, ben, la sensibilité, c'est vraiment un thème central au programme de formation de psychologie évolutionnaire. Donc, ça va nous permettre de comprendre euh, à- euh, comment accepter notre sensibilité. Donc, il y a un sociologue qui disait, de Michel Doré, qui disait que dans le fond, la mouvance masculiniste, elle n'est pas un mouvement social, mais le fruit d'un désarroi personnel, quand même. Oui, rien que Dans le ça. sens que c'est bien, hein? Le fruit de désarroi personnel, oui. Ouais. Euh, c'est intéressant parce que effectivement, en tout cas, ce qu'on en comprend aussi, c'est que le féminisme a été désigné par les masculinistes comme la cause première de cette crise-là, de leur problème, hein? Donc, les femmes sont la cause de leurs maux. Et donc, le symptôme de ça, c'est la féminisation de la société. Puis c'est vrai qu'on a assisté à la féminisation de la société. Il y a aussi eu l'effondrement de la figure paternelle. Il y a aussi eu la fin de la domination masculine, l'échec des garçons à l'école, le chômage des hommes, leur difficulté à séduire les femmes. On parle même de troubles d'érection, on parle de la violence que les femmes leur opposent. Ils sont pas habitués de se faire répondre finalement, tu sais. Donc, c'est sûr que tous ces éléments-là mis ensemble, ça a changé l'identité mâle. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui a été tout à fait désolant, comme tu l'as souligné, c'est la perte de la fonction paternelle. Et ça, c'est au niveau des familles, il y a de plus en plus de familles monoparentales, et effectivement, la présence du père pose de plus en plus de problèmes, me semble-t-il. Alors, il y a des femmes qui arrivent à les compenser, certes, mais
dans l'immense majorité des cas, il y a quand même une faille dans le développement psychologique des enfants, qu'on le veuille ou non. Ben, ça dépend de si le foyer, si la femme est la chef de famille. Parce que, tu sais, dans le fond, là, on se pose dans la logique où, comme tu dis, ben, les femmes ne sont plus obligées d'être soumises à la maison. Elles préfèrent finalement, même après avoir eu des enfants, se séparer. Avant, les femmes attendaient beaucoup plus longtemps. Oui, le se Tu sais, séparer. attendaient que ne se les enfants séparait pas. grandissent. Il n'y a pas tellement longtemps, il y a à peine moins d'un siècle, il était impensable qu'une femme se sépare de son mari. Comme tu l'as Absolument. dit, le patriarcat régnait et à aucun Exact. moment on aurait imaginé, dans les années 30, 40, que une femme puisse s'en aller, quitter le foyer familial. On leur disait d'ailleurs, les mères étaient les premières à dire à leurs filles, ben écoute, tu t'es marié avec lui pour le meilleur et pour le pire. Tu Oui, restes. exactement. Exactement. Puis, tu sais, dans cette donne, c'est toute la question de l'impuissance, de la soumission de la femme, mais aussi de l'intérêt que l'homme peut avoir d'avoir pour femme, d'avoir cette femme en possession. C'est ça. En possession, parce que c'était vraiment ça. Tu es à moi. Tu sais, c'est ma femme, elle est à moi. Donc, tu peux l'utiliser pour en faire ce que tu veux. Si en plus elle a une dot, ben, tu peux utiliser la dot parce que ce qui est à elle est à toi, mais ce qui est à toi est à toi. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est comme ça qu'on était. Et donc, c'est cette version possessive qui a été détruite. Enfin, que c'était ça la volonté de détruire le patriarcat qu'on appelle, comme tu dis. Et c'était pas l'idée de détruire le fait qu'il y a un papa et une maman dans une famille, Non. mais c'était de détruire la domination masculine. Et c'est ça qui n'a pas été pris, qui n'a pas été digéré encore par les hommes. Puis je dis encore parce qu'il y a beaucoup d'hommes, il y en a plein qui l'ont digéré, il y a plein d'hommes qui sont nés depuis avec cette conscience de l'égalité, mais il y en a qui l'ont pas absorbé encore. Et là, ben, il y a une renaissance de une réémergence de cette façon de penser, genre une nostalgie du rôle du patriarche. C'est vrai. Et puis, on est effectivement dans la logique du mâle, dans le sens que l'homme, c'est la force. Et puis, il est certain, en fait, il a développé la certitude ou la croyance que tout est de la faute de l'influence indue de la femme en général ou des féministes en particulier, pour résumer la situation. Ensuite, ben, il valorise une masculinité très virile, ça c'est le mâle alpha, et traditionnel. Et traditionnel. Donc, on retourne encore aux valeurs du patriarche. Il réaffirme donc sa supériorité et les privilèges masculins. Dans le fond, tu sais, nous, les privilèges masculins, ils n'ont pas été perdus. Hein. Je peux te le dire, là, en tant que femme, moi, j'en coach des femmes puis des hommes, puis les hommes sont toujours gagnants en termes de privilèges. Donc, s'ils pensent, ces hommes-là, alpha, qu'ils ont perdu leurs privilèges, c'est une illusion parce que dans la société, les plafonds de verre sont pas encore Oui, cassés. c'est vrai, c'est vrai. En termes de salaire, en particulier, en termes de durée de travail, la femme travaille beaucoup plus qu'un homme, parce qu'il y a toutes les tâches ménagères dont elle s'acquitte. Absolument. Et là, effectivement, quand on regarde le temps passé au travail par une femme, toutes tâches confondues, on se rend compte que les hommes sont loin derrière. Absolument. Absolument. Puis aussi, tu sais, il y a le genre de tâches auxquelles on n'a pas accès encore, tu sais, les CA des grands conseils d'administration, des grandes entreprises, il y a beaucoup plus d'hommes en politique aussi. Bon, enfin, bref. Euh, donc, euh, donc, le discours, là, ce discours, c'est un discours de crise. Hein? Ce discours de mâle alpha, c'est un discours de crise. Ils sont en train de vouloir par la force reprendre leur place, sans nous demander la permission, en fait. Hein? Et pour ce faire, parce que justement, ils doivent bien savoir qu'on ne leur donnera pas la permission, ils vont discréditer tout le discours contestataire féministe. Là. Donc, c'est l'impression que le rôle du père, comme tu dis, qui a été écarté, ferait en sorte que c'est les femmes qui gagnent. Tu vois, il y a toujours dans l'esprit de l'alpha, je dois gagner. Il y a un gagnant ou il y a un perdant.
il n'y a pas deux gagnants. C'est pas possible dans son esprit. Alors déjà, ça, c'est une distorsion concernant l'égalité. Bien Donc, sûr. au final, c'est un peu pour ça qu'en disant que les femmes doivent pas gagner, c'est comme si le mouvement masculiniste se définit lui-même comme un féminisme pour hommes, comme s'il fallait s'opposer. Exactement. D'ailleurs, la femme a tendance à vouloir être comme et faire comme, en niant Exact, ce qu'elle est au fond d'elle-même. exactement. Donc, tu sais, il y a beaucoup de féministes, il y a beaucoup de réactions féministes différentes devant ce mouvement. Puis là, tu sais, je commence à ouvrir le chapitre sur la sensibilité parce que qui dit femme dit sensibilité, mais dit aussi émotivité. Là, je parle le discours de l'alpha parce que le mâle alpha a aussi une sensibilité, mais il ne se la reconnaît pas. Puis s'il y avait la moindre capacité de regarder la femme pour ce qu'elle est, puis d'admirer sa sensibilité, il pourrait comprendre qu'il en a une lui aussi. Bien sûr. Donc, Mais il la cache et il la cache bien. il la cache, c'est ça. Donc, il y a les femmes féministes qui sont sceptiques, qui vont considérer que le mouvement masculiniste est anti-féministe et c'est une propagande patriarcale. Ils vont voir ça comme ça et que leur objectif à elles, ça va être de déconstruire cette propagande. Donc, pour retrouver là, la symétrie entre le féminin et le masculin. Ensuite, il y a les féministes empathiques comme Elisabeth Badinter, feu Denise Bombardier, qui jouaient le jeu des masculinistes en acceptant que les hommes sont victimes du choc féministe. Moi, je suis un peu comme ça. Je me dis, oui, c'est vrai qu'ils ont eu un choc, mais en même temps, aujourd'hui, je trouve que là, ils vont trop loin dans leur façon de réagir. Mais bon, ça, c'était les féministes empathiques qui croyaient pouvoir aider l'homme à chercher l'égalité en les comprenant, en comprenant ce qu'ils vivent, tu sais. Et puis ensuite, tu as les féministes refondatrices qui, elles espèrent que de cette crise-là va émerger une masculinité respectueuse des femmes. Bon, il y a tout ça est bon. Tu sais, c'est des wishful thinking, comme on dit. Puis le féminisme optimiste, ben lui, pense que dans le discours de la crise, ça marque le réel affaiblissement d'un patriarcat. Donc ça, c'est... tu sais, puis en fin de compte, ce qu'on veut, c'est que l'homme reprenne sa simple place à lui, avec toute la force de combat qu'il a, parce qu'il y a aussi de l'autre côté, on voit de plus en plus qu'on forme des mauviettes, tu sais. Les mâles alpha trouvent que les hommes sont des mauviettes. Euh, je trouve qu'ils n'ont pas tort, dans un sens. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Hein? Mais oui, dans la mesure où, vu de leur position, ils pensent que ceux qui n'affirment pas leur domination sont exactement des mauviettes, sont des sous-hommes presque. Ouais. Mais moi, je dirais que globalement, en ce moment, on forme des victimes. On en a déjà discuté. Tu sais, tout le monde est une victime de quelque chose aujourd'hui et on essaie d'affaiblir la psyché humaine en lui faisant croire qu'elle est victime de toutes sortes de maux, là. Alors, ben, la sensibilité, en fait, j'ai vu l'aborder, comme tu sais, je l'ai dit tout à l'heure, on en parle dans le programme Le Créateur et on explique qu'il y a 3 degrés de sensibilité et que plus on augmente notre sensibilité, plus notre conscience s'accroît. Donc, la sensibilité n'est pas une tare, au contraire, elle est une force sur laquelle on doit s'appuyer avec le temps. Mais là, ce que je vais te parler, c'est comment les gens l'interprètent, cette sensibilité-là. Dans le fond, tu sais, quand j'ai dit tout à l'heure qu'on est en train de former des victimes, ben c'est d'essayer comment je dirais ça, d'utiliser la sensibilité et de l'affaiblir, c'est-à-dire de lui donner une, euh, une tendance, une tangente, je devrais plutôt dire, une tangente qui va aller à l'encontre même des intérêts de la personne. Comment on fait pour affaiblir la sensibilité? On garde la personne constamment tourner les capteurs vers l'extérieur d'elle-même. On fait en sorte que cette personne-là n'aura jamais accès à l'intérieur d'elle-même. Parce que c'est à l'intérieur que tout l'appareil se développe. À l'intérieur que tout l'appareil sensible se développe
en tant qu'antenne. Si on peut faire le parallèle, on est comme une antenne et cette antenne, plus on la développe, plus elle est sensible, plus on perçoit de choses à l'intérieur de soi, plus il y a de clarté à l'intérieur de soi. Donc, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Donc, si on se sent éternellement victime, ben, la sensibilité est utilisée pour nous rendre faibles. Donc, ça veut dire que à ce moment-là, soit tu vas avoir tendance à jeter le blâme de tous tes problèmes sur les autres, comme le font les mâles alpha quand ils vont pas bien, ou tu te mets toute la faute sur le dos. Souvent, ça, c'est les femmes qui font ça. Mais tant que tu te sens victime et que tu te mets le tort sur toi ou sur les autres, ben ça change rien à ta relation avec la sensibilité. C'est là qui est, hein, tu vois, il y a un genre d'illusion de la forme. Un rôle, par exemple, c'est une illusion de la forme. Si tu te donnes le rôle de l'homme, le rôle de la femme, puis que tu campes ces rôles-là comme les mâles alpha le font d'une façon très précise, que l'homme domine puis la femme est soumise, si tu t'enfermes dans le rôle du père, dans le rôle de la mère, celui du sauveur, ben c'est comme si tu te handicapes. C'est un handicap, là, tu sais, dans le sens que tu te confines. Et si tu commences à croire que ton rôle est supérieur à celui de l'autre, ben là, tu crées un gagnant puis un perdant. Et il y a rien, il y a personne là-dedans qui est dans sa sensibilité. Ça veut dire que la sensibilité est utilisée pour percoler sur des blessures intérieures, mais jamais sur la guérison. Donc, ça veut dire que tant qu'on tourne autour de son nombril, ça veut dire tant qu'on se sent victime, on donne de l'importance à nos blessures. Notre sensibilité est activée constamment à partir de blessures et non à partir du soi. Eh oui, bien sûr. Ouais, donc, c'est ça là, la distinction qu'on doit faire, puis que le rôle qu'on joue nous empêche souvent d'aller à l'intérieur pour traverser les blessures et connecter à sa réelle sensibilité. Donc, tu sais, les mâles alpha, le rôle qu'ils se donnent présentement, il est tellement épais, je veux dire, une épaisseur du rôle, qu'il y a un mur qui les empêche de traverser vers leur sensibilité. Et souvent, c'est vrai qu'il ne veut pas voir sa part Exact. d'ombre. Parce que ça lui ferait simplement prendre conscience de sa petitesse, ce dont il n'a absolument pas envie. C'est exactement là que je m'en allais. Puis, tu sais, une des raisons pourquoi il ne peut pas reconnaître tout ça, c'est parce qu'il souffre, puis qu'il ne saurait pas comment se soutenir lui-même. Donc, il reste à l'extérieur de lui avec des descriptions de rôles, puis ces rôles sont un tuteur à son être. Ça devient la force sur laquelle il se repose, c'est sur la forme, sur le rôle. Ce n'est pas sur lui-même, mais il croit qu'il repose sa force sur lui-même parce qu'il croit que lui, l'homme, c'est son identité. Son identité d'homme fort, d'homme protecteur, d'homme pourvoyeur, qui est à côté de la femme soumise. Il pense que c'est son identité. Donc, c'est dans ce cercle vicieux de victimes là, que se situent beaucoup de leaders, je trouve, en ce moment, que, tu sais, ils sont à la recherche du contrôle. Ils veulent démontrer que tout est sous contrôle, qu'ils maîtrisent leur statut, leur richesse, leur possession. Ce qui peut aussi inclure des personnes. Tu sais, quand on voit un Donald Trump, quand on voit... je pense à lui en particulier parce que c'est la caricature de premier plan là, qu'on nous offre. Mais il y en a plein d'autres. Tu sais, dans le fond, si tu regardes toutes les personnes, les leaders de multinationales qui sont obligés de toujours montrer qu'ils gagnent, qu'ils réussissent, que l'entreprise réussit grâce à eux. Et au prix de quoi? On sait à quel point le monde est corrompu. Donc,
c'est là que ça nous amène, ce comportement-là. C'est vrai. Et plus on va aller là-dedans, plus avec des mâles alpha, comme tu les appelles, plus finalement on va avoir un monde qui va être de plus en plus invivable pour les petites créations humaines comme nous. Parce qu'ils vont nous dominer en Exact. permanence. Exactement. Puis, tu sais, ce à quoi je veux en venir aussi, c'est de dire que plus tu te tiens à ce rôle de chercher le contrôle, plus tu vas être obligé pour continuer de le supporter, ce rôle-là, dans sa pleine grandeur de gagnant, plus tu vas être obligé de te corrompre. Alors là, c'est très drôle parce que dans le documentaire Alpha, il y a un jeune homme qui est présenté, puis il est venu à l'émission Tout le monde en parle. On a la même chose ici. Nous, ça continue, là, notre émission Tout le monde en parle. Et il a été invité avec le réalisateur du film. Puis là, ben, tu sais, il était intéressant. Il s'est très bien défendu. Parce que moi, il y a une chose que je trouve que c'est vrai il y a un abus aussi du côté des femmes d'un certain discours de victimisation. Puis, bon, tu sais, il y a un équilibre à trouver, là, de part et d'autre. Mais le problème avec lui, c'est que, tu sais, il se vante, c'est ça, là, il se vante de gagner, il se vante d'avoir une grosse maison, une grosse bagnole, une belle femme, tout ça. Bon, tu sais, mais au final, là, les journalistes se sont mis sur son cas, et puis pour découvrir qu'il est en faillite, qu'il est en train de tout perdre. Ben oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'éventuellement, la forme, c'est juste une forme. Ben oui. C'est ça. Ça va casser, toute forme se détruit, hein? Exact. Et c'est pour ça que la vie, c'est le seul courant qui est durable. Et tu peux compter sur tes forces intérieures, puis c'est cette sensibilité-là qui t'aide à le faire. Tout à fait. C'est très, ce que tu viens de dire est très très important. Il faut que nous puissions avoir accès à cette part de lumière à l'intérieur de nous. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui nous permet d'avoir accès à cette part de lumière? C'est la sensibilité. Et oui, et notre humilité, comme tu l'as dit. Exactement. Les deux vont de pair, sensibilité et humilité. Donc, cette force-là, ben, c'est quelque chose qui se travaille. C'est un travail intérieur quand même de longue haleine qui est délicat. La force de la sensibilité, tu sais, j'ai parlé de la faiblesse de la sensibilité quand tu deviens victime puis que tu ne te regardes qu'à travers le prisme de tes blessures. Ça, c'est une sensibilité qui t'affaiblit constamment. Mais la force de la sensibilité, ça vient pas d'une croyance, tu sais, face à ta victimite, là, à tes blessures. Ça ne vient pas d'un rôle, ça vient pas d'un narratif, ça vient pas non plus du fait de dominer les autres, ni dans la prise de contrôle du monde. La force réelle de l'humain relève de sa sensibilité, mais chez la plupart des gens, elle est bloquée à différents niveaux de l'être par la honte d'être soi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça nous ramène vraiment loin au péché originel, la honte d'exister. Donc, on aurait commis une faute et je pense qu'on n'en est pas encore revenu de ce travail-là, de ce travail à faire sur soi pour reprendre charge de son être à tous les niveaux de soi, là, tu sais. Et pour ça, ben, comme je le disais tout à l'heure, il faut tourner ses capteurs vers l'intérieur pour intégrer toutes les dimensions de la sensibilité qui nous construit, puis qui nous relie à quoi? Ça nous relie à la lumière, tu l'as dit. Ça nous relie à notre esprit. Puis cet esprit, cette sensibilité, quand on l'a, c'est une manière d'habiter notre espace, notre temps comme individu pour exercer notre force de création basée sur des principes universels. Les principes universels, c'est ce qui donne de la cohésion, de la cohérence, de l'intelligence, et c'est ce qui fait de nous des incorruptibles. C'est vrai. Donc, tu vois, fait que la sensibilité faible, tu voulais rajouter quelque chose? Non, non, je t'écoute avec intérêt parce que c'est tout à fait la vie telle que je l'aperçois. Cette, Bon, cette, on est cette, sur la même page. cette capacité que nous avons à pouvoir, là aussi, c'est un mot que tu reprends souvent, être aligné. Mhm. Et beaucoup d'entre nous, malheureusement, ne le sommes plus. Exactement. Puis parce que petit à petit, on a perdu notre intégrité, on a choisi la corruption. Puis quand je dis la corruption,
je parle pas nécessairement des entreprises, là, tu sais, tout le monde peut, on est dans un système où tout le monde se fait acheter facilement. Je parle de l'être humain. La corruption du monde, c'est la corruption d'abord de la conscience humaine. Donc, c'est par une sensibilité forte, pas une sensibilité faible. La sensibilité faible, ça fait que tes blessures vont guider tes décisions. Les alphas, les mâles alphas, guident leurs décisions par rapport au fait de leurs blessures masculines. Donc, ils doivent être des grands gagnants, dominer le monde, contrôler le monde, c'est là qu'on est. Et là, il y a cette tendance-là en ce moment aux États-Unis et peut-être partout dans le monde parce qu'on voit vraiment que le masculinisme prend de l'ampleur. Mais quand je parle des États-Unis, c'est parce qu'on a vu au cours des élections qu'il y a vraiment maintenant un retour en arrière, une polarisation. On remet en cause le droit à l'avortement, bon, toute cette pensée-là. Mais la sensibilité forte, c'est elle qui nous permet de nous connecter d'abord avec cette grande blessure profonde de la honte de soi qui nous empêche d'avoir une bonne estime de soi. C'est vrai. Donc, quand on arrive à transmuter cette honte-là pour qu'elle cesse d'obstruer le courant de vie qui nous traverse, ben, à ce moment-là, on commence à se voir de l'intérieur, à se connaître, à se regarder. Et c'est ça, dans le fond, qui va nous sortir de toute forme de blessure. Se connaître. Se connaître, ça veut dire aussi se réparer, se soigner. C'est vrai. Avoir la possibilité, oui, de se réparer, de se connaître et de pouvoir, à partir de ce moment-là, porter plus loin son regard vers les autres. Ben, complètement. Puis, exactement. Puis c'est bizarre parce que plus on va vers soi, plus on comprend l'autre. Plus tu vas vers ton intérieur, puis que tu voyages à la verticale, plus tu découvres ta force, plus tu découvres ton code de déontologie intérieure. Et c'est là qu'est la force. Sur quoi tu appuies ton être? C'est sur cette intégrité. C'est elle, ta force. Il n'y en a qu'une dans un être humain, c'est l'intégrité. Et bien sûr, Patrick, tu es d'accord avec moi qu'il y a un prix à payer pour rester intègre. Exactement. C'est parfois très inconfortable, mais la récompense de ça, c'est la liberté. Et la liberté, ben, c'est jamais tout à fait confortable, finalement. Exactement. Ça sera le mot de la fin, ma chère Sylvie. À très bientôt, Sylvie. À bientôt. À la technique, Robert Hummel, qui met en onde cette émission. À très bientôt.